Bon, j'espère que vous allez bien. On a pas mal de temps pour une fois, donc c'est vraiment bien. On va s'arrêter à 11h30. On va parler de storytelling, on va parler de digital ou de numérique pour ceux qui sont allergiques à cet anglophone digital. On est avec des invités absolument géniaux, donc je suis persuadé qu'on va avoir carrément le temps de discuter de plein de choses. Et je vous le dis bien avant, comme ça vous avez bien le temps toute la conférence. On prendra à la fin quelques questions. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez envie de nous parler de choses qui sont dans vos projets à vous, si vous avez envie de challenger des invités. N'hésitez pas, d'accord ? On vous attend. Voilà, Kevin qui fait aussi des voix off. On va commencer par toi. Donc Kevin, tu es acteur, comédien, producteur. Oui. Voilà. Et tu t'occupes en ce moment, ton focus il est sur la chaîne YouTube de Maud Bettina. J'ai 2 focus en production en ce moment qui sont les chaînes Parlons peu, Parlons cul et en production et coproduction. Et en production pure, la chaîne de Maud Bettina Marie qui est l'une des 2 animatrice, comédienne et auteur, parce que c'est pas vraiment une animatrice comme à la télévision. Elle joue des animatrices. Voilà. On est dans vraiment un contenu de fiction et la chaîne qu'on a lancée, donc la chaîne perso, où là-dessus je suis co-auteur, habillage musicaux, producteur, post-producteur, enfin tout ça quoi. Voilà. On fait tout. Chez YouTube. Chez YouTube. Chez nous principalement, mais diffusé sur YouTube, ouais. Ça représente combien de personnes une chaîne en audience? En audience et en nombre de fans? En nombre de fans, sur Parlons peu, Parlons cul, on est déjà au bout d'1 an et demi d'existence à 412 000 abonnés. Peut-être plus aujourd'hui, je sais pas, j'ai pas regardé sur Vidiast, donc peu importe. Si vous voulez faire un update. Et avec un bouquin, plus de 44 millions de vues déjà au cumul. Et la chaîne de Maud Bettina Marie, on est en 2 mois et demi à 83 000 abonnés pour près de 2 millions de vues, à raison d'une vidéo par semaine. Et donc on parlera de la complexité effectivement d'à faire une vidéo par semaine. Ça c'est chaud, ouais. Voilà. À ta droite, Rémi Buzine. Bonjour Rémi. Bonjour. Enchanté, ravi que tu sois là. Rémi, on connaît plus ta voix finalement que ton visage parce que c'est toi qui t'occupes principalement des lives chez Brut. Brut, c'est une page Facebook, c'est un média. Vous parlez d'actualité et toi souvent tu es sur le terrain et tu es quand il y a des manifestations, quand il y a des événements. Toi tu es sur le terrain avec ton téléphone, tu es en live pendant plusieurs heures et tu commentes ce qui se passe. Et en fait on t'a découvert, tu faisais des périscopes au tout départ sur Nuit debout. Comment s'est passé cet amour toi du live en quelques minutes? Pourquoi est-ce que tu t'es dit le live il y a un truc à faire et je vais me spécialiser? Est-ce que c'est une spécialité à toi de dire? Mais en tout cas je vais me spécialiser là-dessus. Passion du journalisme à la base et l'idée de me dire qu'il y avait la possibilité d'une nouvelle écriture journalistique. En soit de se dire qu'on avait la presse écrite, la radio, les chaînes d'information en continu qui ont montré une appétence du public pour l'information en direct, mais il n'y avait pas un format avec une liberté que le live streaming offre, dans le sens où aujourd'hui, quand on lance un live, si on veut faire 30 minutes, 2 heures ou même 5 heures, on peut le faire. Donc en gros, on peut s'adapter à son sujet et non l'inverse. Ou en général, dans les autres médias, même les chaînes d'information continue, tout est cloisonné. C'est-à-dire vous avez 2 minutes ceci, 2 minutes cela, et du coup, vous n'avez pas forcément la liberté d'aller au fond de chaque sujet. Et donc en fait, quand Periscope est sorti, c'était en mars 2015, je me suis dit c'est génial. Jusque maintenant, c'était cantonné aux gros médias, parce que c'était une technologie qui n'était pas encore dans les mains de tous, dans le sens où il fallait un cas régie pour diffuser, etc. Là maintenant, juste avec un simple téléphone, la 4G, une batterie rechargeable, c'est pas mal parce que ça utilise pas mal de batterie. D'ailleurs, on t'entend régulièrement en tes lives dire j'ai plus de batterie, t'aurais de la batterie. Il y a une espèce de deal entre les différents journalistes. T'as de la batterie, toi, t'as de la batterie. Et du coup, on peut tenir plusieurs heures et c'est ça la force du format. C'est vrai qu'on me voit pas à l'image parce que l'idée, c'est pas de me montrer moi-même, c'est aussi de la nouvelle écriture, c'est de se dire que le sujet, ce n'est pas moi, c'est ce qui se passe en face de moi. Donc c'est pour mettre en face du téléphone quand il se passe quelque chose, je pense pas que ce soit intéressant. Les gens viennent pas me voir, ils viennent voir ce qui se passe. Ils viennent écouter, comprendre aussi un sujet d'actualité, mais pas pour avoir mon analyse ou voir mon visage en direct. Donc c'est un peu l'idée. Donc le téléphone toujours dans les mains et le sujet en face de moi, quoi. C'est en gros comme si on offrait au public la possibilité on donnait ses yeux en direct au monde entier. D'être présent à un moment donné, n'importe où dans le monde, parce que tu étais à Londres, je crois, il n'y a pas longtemps. Londres dimanche, au lendemain des attentats. On a suivi aussi mardi ce qui s'est passé à Notre-Dame.
Après, on fait aussi des manifestations. Enfin, moi, j'avais couvert les manifestations de loi travail l'année dernière. On a couvert il y a une dizaine de jours une manif anti-Trump à Bruxelles. Donc et on fait aussi des choses beaucoup plus posées, comme des interviews, par exemple, où on a interviewé la moitié des candidats à la présidentielle. On a fait quelques candidats aux législatives aussi. On avait eu la chance d'avoir, il n'y a pas longtemps, j'étais venu à Rennes pour faire Nicolas Hulot. Où là, on est sur des formats beaucoup plus longs. Donc sur le live, on fait vraiment, on a un panel d'idées, de possibilités, en passant de l'actualité chaude à des trucs plus posés comme des interviews qui est assez importante, quoi. Génial. À ma droite, Hugo, à travers de la chaîne Hugo Décrypte. Salut. Hugo, toi, si je ne dis pas de bêtises, tu es encore étudiant. Je suis encore étudiant, ouais. Et malgré tout, tu as monté une chaîne Hugo Décrypte qui cartonne avec les présidentielles. Tu as réussi du coup à être un des youtubeurs qui a eu le plus de notoriété, qui a été le plus vu pendant cette période. Raconte-nous tout, comment ça a commencé, comment tu t'es dit je vais parler de politique, donc toi tu es étudiant à Sciences Po, hein, si je dis pas de bêtises. Et comment tu t'es dit je vais parler de politique, qui est un sujet assez sensible, qui est un sujet extrêmement commenté, comment tu t'es dit je vais aller sur ce sujet et en plus je vais raconter l'histoire en tout cas de manière un peu différente. Ouais, alors moi justement, ce qui est intéressant, c'est que j'ai pas lancé ma chaîne en me disant faut inventer une nouvelle narration. J'ai inventé ma chaîne parce que j'avais un objectif qui était bien défini et auquel je pensais depuis longtemps, qui était d'essayer de parler de ces sujets-là, de la politique, de l'actualité en général, à une audience qui est très jeune. Quand je dis très jeune, bon, c'est lycéens, étudiants, collégiens aussi, mais c'est en gros de 15 à 25 ans. Et j'ai vraiment du coup réfléchi ma chaîne par rapport à ça, par rapport à une cible qui était cette cible de 15-25 ans, d'essayer de parler de ces sujets qui sont très sérieux, enfin qui sont quand même assez sérieux, d'actualité, de politique, à cette communauté-là. Et donc rapidement, j'ai réfléchi au format, j'ai abouti assez rapidement à un format de vidéo et ça semblait assez logique, à une plateforme qui était YouTube, parce qu'en général aujourd'hui, on va pas sur Dailymotion pour faire de la vidéo et essayer de parler aux jeunes. Et donc, du coup, c'est pas gentil pour Dailymotion, on les embrasse. Et donc du coup, voilà, j'ai abouti à l'idée de lancer une chaîne sur YouTube. Là-dessus, c'était assez classique. Et sur le format, l'idée pour moi, c'était très clair, c'était de prendre des codes et un format YouTube qu'on connaît bien, un format podcast où on parle devant la caméra, c'est très rythmé, il y a beaucoup de cuts et c'est visible, il y a des affichages de texte et d'images à l'écran. Mêler ce format-là à un format, un traitement journalistique de l'actualité, mais en ayant cette principale différence qui est justement de s'adresser à cette audience qui est jeune, en ayant du coup beaucoup plus de mise en contexte de cette information, beaucoup plus d'explications que ce qu'on peut avoir sur une chaîne d'info en continu. Si demain on a un rebondissement dans une affaire sur une chaîne d'info, la chaîne ne va pas forcément rappeler tous les éléments de contexte, qu'est-ce qui est reproché à telle personne, où on en est, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que tu reprends des codes narratifs propres à YouTube avec des vlogs que tu fais de plus en plus, mais qui parlent de politique. Donc comment est-ce que toi tu arrives à adapter un sujet qui a priori est sérieux et plutôt défini vers des chaînes de télé qui sont plus sérieuses que YouTube, avec des longs guillemets, et comment tu adaptes des formats narratifs différents. En fait, c'est très simple. Simplement, c'est juste, je me suis dit, on en reparlera après. Okay. J'allais me lancer. C'est ça, j'allais. Dernier invité, Adrien Rivière. Adrien, salut. Enchanté. Adrien, toi, tu vas nous représenter la partie plus corporate, mais finalement, tu connais et le corpo et le côté plus créatif, puisque à la fois donc, tu t'occupes de la communication de General Electric sur la partie Digital Foundry, qui est un lieu à Paris, et en même temps, à titre plus personnel, tu es absolument passionné et investi depuis plusieurs années dans des événements liés à l'éloquence, à la prise de parole. Il y a eu beaucoup de documentaires et beaucoup de ce sujet était assez important là, ces dernières semaines. Exactement. Présente-nous ça. Moi, ce qui me plaît, c'est que dès qu'on rencontre en fait des entreprises et qu'on leur parle justement de nouvelles narrations, à chaque fois ils nous disent bon, les Hugo et les Kevin, c'est mignon, mais à un moment donné, nous on s'appelle par exemple General Electric et on peut pas forcément dire tiens allez on va vlogger. Donc moi ça m'intéresse de savoir comment t'es arrivé chez GE, comment tu arrives toi à faire en sorte de créer des histoires sur une marque finalement et une entreprise. Oui, effectivement la première casquette c'est General Electric et la partie digitale. Donc chez GE on a monté un centre d'innovation qui est en plein Paris, près du Nouma, près de tout cet écosystème. Et l'idée c'est qu'on aide nos clients à se transformer digitalement. Une fois qu'on a dit ça, ça veut dire pour GE se réinventer en termes de communication, de marketing, de storytelling. Et puis on vend une plateforme cloud et donc, comme vous le savez tous, dans le monde du logiciel, ce qui est important, c'est la communauté, c'est l'audience qui vous suit, etc. Et donc, effectivement, GE essaye de s'inspirer
de tous ces nouveaux canaux de communication, de la manière dont on a de raconter une histoire autour de ce qu'on fait, et surtout quand on s'appelle G, parce que quand vous vous appelez Apple, vous consultez toutes les 10 secondes Apple et votre iPhone, et donc vous n'oubliez pas la marque Apple. G, vous le savez peut-être pas, mais quand vous prenez un avion, il y a une chance sur deux que ça soit un moteur G. Vous le savez peut-être pas, mais 50% de l'électricité qui est produite en Europe, c'est G. Donc si on arrête de produire tout de suite maintenant, il y a la moitié de cette salle qui n'a plus de lumière. Et donc merci d'être là. Voilà, mais de rien. Et donc du coup, c'est comment on fait pour toucher une audience qui est en fait super loin de nos sujets, qui est super loin de nos enjeux. Et donc effectivement... Oui, et aussi comment tu fais la communication et tu racontes des histoires plutôt dans une audience B2B. Dans du B2B, avec des audiences qui sont composites, qui sont soit des grands clients corporate, qui sont soit, encore une fois, des développeurs indépendants ou des startups, et qui nécessitent, avec les exemples de Hugo, avec les exemples de Brut, de réinventer, parce que l'attention est différente, parce que vous ne touchez pas les talents de la même manière, parce qu'on ne va pas vous écouter sur une vidéo corporate entre guillemets bullshit, top down, on est les meilleurs, on va vous transformer digitalement. Enfin, ça marche absolument plus. Vous avez plus du tout de vues, vous avez plutôt du hating, etc. Donc, comment vous faites pour ramener les gens à vous dans une interaction sans faire peur, etc. Donc, il y a pas mal de barrières à casser, et c'est ça que j'ai essayé de faire chez G. On va commencer notre tour de table, c'était vraiment pour se présenter. Ce que je vous propose, c'est qu'on prenne les différents processus finalement du storytelling, c'est comment est-ce qu'on écrit, comment on produit, comment on diffuse. Et puis ensuite, on verra un petit peu mieux quels sont vos tips à vous pour des personnes qui veulent vlogger, qui veulent faire de la vidéo, qui veulent aller sur YouTube, qui veulent devenir directeur communication de G demain. Why not Ils recrutent. Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Kevin, on commence avec toi. Kevin, donc comme on l'a dit, donc tu t'occupes de 2 chaînes YouTube. Oui. Ce qui veut dire beaucoup de boulot, surtout que sur la chaîne de Maud, vous vous êtes décidé, Oui. vous vous êtes dit, vas-y, viens, on fait une vidéo par semaine. Et c'est pas une vidéo face caméra FAQ, c'est plutôt de la narration, c'est plutôt des sketchs. Oui. C'est à titre perso, je trouve assez inspiré des nuls, des inconnus. On est sur des formats courts, C'est gentil. des formats qui sont plutôt efficaces avec des personnages. Comment, déjà au tout début, avant de lancer cette chaîne, plutôt Maud pour le coup, comment est-ce que vous avez écrit le concept? Comment vous êtes inspiré? Est-ce que tu as eu des choses que tu as vues et tu t'es dit, voilà à peu près ce qu'on veut faire? C'est quoi le processus? Encore une fois, peut-être pour une personne qui a envie de se lancer sur YouTube et qui se dit, par où je commence en fait? Alors par où je commence, c'est vrai qu'on n'a pas, comme Hugo, forcément réfléchi à fond le truc. On avait déjà la chance d'avoir une audience sur laquelle s'appuyer, qui était celle de la chaîne Parlons peu, parlons cul, comme Maud est l'une des auteurs et des comédiennes. Et donc elle avait sa partie aussi il y a les fans de Juliette, il y a les fans de Maud, il y a les fans des deux et du duo. Donc on s'est dit, il y a déjà une audience à qui on va pouvoir proposer autre chose. Et puis c'est Maud qui me disait, j'ai envie d'un espace à moi avec carrément, j'ai des envies d'exprimer d'autres choses, de créer un peu différemment. J'ai envie d'écrire des personnages, j'ai envie de raconter des choses aux gens sans passer forcément par le podcast pur. Avec je sais pas si vous avez remarqué, qui est un peu ringard maintenant, mais bon voilà. Et donc on passe par des personnages, on passe par beaucoup d'écriture de fiction essentiellement. Donc ça prend énormément de temps et on sort une vidéo par semaine. Donc autant à la télévision, vous avez la chance d'avoir de l'argent, une commande, et vous pouvez vous dire je pars dans la phase d'écriture, une fois que c'est validé, on part dans la phase de production, une fois que c'est tourné, on part dans la phase de post-production et enfin dans la phase de diffusion. Sur YouTube, en flux tendu, vous imaginez le travail. Ça veut dire que direct. Est-ce que tu ne te sens pas plus libre du coup? Justement, tu n'as pas 15 personnes qui donnent ton avis sur ton écriture. Oui, c'est clairement un espace dans lequel, sur lequel on n'est pas du tout relu. Donc ça, c'est bien, ce qui n'est pas forcément le cas sur des médias plus télévisuels où vous avez des chaînes qui sont un peu plus interventionnistes que d'autres, encore une fois. Même si aujourd'hui, elles sont quand même relativement conciliantes. Il y a des règles à respecter, on ne peut pas se montrer nu. Bon, voilà, mais ça, c'était pas notre envie à la base. Ce que tu fais régulièrement, voilà. C'est pas grave. Mais sinon, tant qu'on reste dans des idées avec des concepts très singuliers, très définis, très authentiques, finalement, on peut quand même faire encore un peu ce qu'on veut. C'est quoi le process d'écriture? Comment ça marche pour avoir des idées
pour tenir chaque semaine? Est-ce que vous vous mettez gros session brainstorming, vous faites une liste énorme de tous les sujets qui vous plaisent? Est-ce que c'est toutes les semaines, vous êtes un peu en flux tendu en termes d'idées? Est-ce que c'est tous les mois, vu qu'on organise une journée ou deux de tournage par mois, une avec, je dirais, une équipe standard, parce qu'on peut pas tout gérer à chaque fois. On est devant, on est à la réal, on est à tous les postes et souvent on joue dedans en plus, donc c'est très difficile d'être devant et derrière la caméra. Donc sur une journée par mois en production pure, je sais très bien que c'est pas ta question, mais on fait appel à un chef opérateur, à un ingé son, à une maquilleuse, etc. Et après on produit aussi plus de contenu, on va dire, sur une base de fond vert, qui permet aussi de produire des contenus plus facilement, avec moins d'équipes et à moindre coût, je dirais aussi, où là on gère tout de A à Z. Et là on fait aussi une journée de tournage par mois, donc on tourne 2 jours, donc on essaie d'écrire 4 sketchs, donc 1 par semaine. Et au début on est parti un petit peu sur les envies. En fait, je pense que si on peut vous donner un conseil par rapport à ça, c'est déjà... je sais qu'il y a plein de gens aujourd'hui, des gros youtubeurs qui ont très très bien conceptualisé leurs choses, qui sont des gens très intelligents et qui ont compris un peu comment fonctionne YouTube et qui ont su servir la sauce qu'il faut servir. Nous, on n'est pas du tout parti là-dedans. On est parti vraiment à l'envie. Qu'est-ce qu'on a envie de raconter? Quelle folie on a envie de mettre dedans? Quels sont les personnages qu'on a en tête depuis longtemps? Les histoires quelles sont les histoires qu'on a envie de raconter? Comment on a envie de les raconter? Et il n'y a pas vraiment de brainstorm, en fait. On est parti, je vous dis, avec les premiers sketchs. C'était un sketch de présentation, c'était important. Et puis après on a directement mis un petit sketch qui s'appelle le pharmacien beau gosse, voilà, un sketch d'1 minute. Et après on a commencé à introduire des personnages tout doucement. Et on a habitué l'audience à un petit peu ce qu'on allait diffuser. Donc c'était à la base purement de l'envie, quoi. On n'a pas réfléchi le truc du tout. Est-ce que tu t'es inspiré de choses qui existent? C'est quoi les 2-3 références qui t'ont inspiré? On est toujours inspiré. Hein, Putain, on va finir là-dessus. Super. C'est beau. Enfin, j'ai envie de dire, depuis, on vit dans une société d'influence. Donc, par les réseaux sociaux, par la télévision, par tous les médias, par la publicité. Donc, s'il y a des références, toi, tu m'as dit, ça me fait penser aux nuls et aux inconnus. Moi, mon cœur balance plus du côté des inconnus, même si je reconnais le talent des nuls à fond. Bien sûr, parce que je suis persuadé que c'est des gens qui, en leur temps, avaient tout compris, tout cerné. Ils étaient drôles, hyper brillants en écriture, et surtout, il y avait un fond à chaque fois de fou. Et c'est ce qu'on a la volonté aussi de mettre et de véhiculer dans cette chaîne, c'est de mettre toujours une petite touche de fond qui peut permettre de faire un peu réfléchir les gens. Voilà. Rémi, toi, t'es sans filet. T'es avec ton téléphone, t'es en live. Il y a plein de fois où c'est absolument malheureux, mais c'est des événements qui ne sont pas prévus. Comment ça se passe, toi, l'écriture? Est-ce que finalement, c'est un travail du quotidien où tu lis la presse, les actus, à peu près tout le temps, ce qui te permet d'être à peu près bon dans tous les sujets? Ou est-ce que tu te documentes sur place? Parce que finalement, nous, notre réflexe quand on veut se documenter, c'est de prendre son téléphone. Toi, ton téléphone, il filme en même temps. Donc, tu peux pas te débrouiller pour avoir des infos avec, ou alors tu en as un deuxième. Mais comment tu fais pour raconter une histoire sur du live, surtout sur une histoire qui est en train de se dérouler devant toi? Alors, il y a plusieurs types d'écriture préparatoire, on va dire. Parce que, comme on disait tout à l'heure, il y a plusieurs types de live. Dans le sens, par exemple, une manifestation de loi travail. Mais l'idée, ça va être d'être au courant de ce qu'est le projet de loi, des dernières déclarations des uns, des autres. Parce que dans mon idée, dans le live, c'est de pouvoir aussi interroger les manifestants, essayer de trouver aussi des personnalités politiques qui puissent répondre aux questions. Une préparation qui va aussi avoir lieu sur des interviews. Sur les interviews, c'est des choses qui sont calées à l'avance. Donc là, on a un travail préparatoire, conférence de rédaction, etc. Se documenter sur la personne, enfin quelque chose d'extrêmement classique. Après, c'est vrai que sur l'actualité chaude, malheureusement, l'actualité chaude ces derniers temps, c'est souvent des choses assez dramatiques, on peut le dire. C'est plus, disons, un suivi de l'actu générale. C'est essayer d'avoir une bonne culture sur ces événements-là, essayer d'un peu de comprendre, de prendre... Enfin, en gros, c'est de suivre vraiment au quotidien l'actualité du plus proche possible. Donc, la presse écrite, tout ce qui est des vidéos, la télévision, etc. Essayer aussi de se documenter autrement, rencontrer aussi d'autres journalistes pour discuter avec eux, parce que c'est vrai que sur l'actualité chaude, on est sur quelque chose qui s'écrit en direct, mais c'est aussi important d'avoir une bonne culture, par exemple, par rapport à certains types d'événements. C'est vrai que quand on te voit sur des événements en live, parfois on se rend compte que tu es
parfois considéré comme une personne entre autres dans la foule et du coup tu passes ton temps à dire non c'est la presse, me tapez pas dessus pour soit les manifestants soit la police. Et dans d'autres moments tu es avec tous les autres journalistes. Est-ce que les autres journalistes le comprennent ça? Est-ce que le fait de te voir avec une caméra, alors je pense que Brut, la marque fait qu'aujourd'hui les journalistes vous connaissent de plus en plus, mais est-ce que tu arrives à avoir cet échange de journaliste à journaliste, c'est-à-dire avec des échanges d'informations, de tiens qu'est-ce qui s'est passé, ce qui se passe souvent sur un live où tout le monde essaye de se donner des infos pour nourrir un peu leur reportage? Mais il y a une très grande évolution. En fait, il y a 2 ans, quand j'arrivais avec un téléphone sur un événement d'actualité, c'était considéré être un peu comme l'outil du pauvre, dans le sens où voilà, t'as pas de caméra, ou en gros, quand quelqu'un arrive avec sa caméra, c'était tu passes derrière, parce que moi j'ai une caméra, je travaille, toi va jouer ailleurs. C'était un peu ça l'idée. Avec le temps, ça s'est un peu inversé, parce qu'en fait, l'outil de travail avec le téléphone pour tourner a été investi par des rédactions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quelques rédactions en France qui utilisent le téléphone pour tourner. Je prends l'exemple, par exemple, il y a BFM Paris, il y a BFM TV, avec quasiment l'ensemble de ses correspondants à l'étranger qui filment au téléphone. Il faut savoir, je vais prendre un exemple, mais lors du suivi des attentats de Londres samedi soir, l'envoyé spécial sur place filme au téléphone. D'accord. Donc, et ça, c'est pareil aux États-Unis, à New York, etc., Washington. Les correspondants filment au téléphone. Donc, ce qui était considéré il y a encore 2 ans comme un outil, soit parce que tu n'as pas d'argent pour acheter une caméra, c'est ce qu'on pouvait dire, ou un truc pour s'amuser, c'est intégrer les rédactions, parce qu'aujourd'hui, les téléphones font de bonnes images. On a des applications qui permettent aussi, alors en dehors de ce que moi je peux faire aussi sur Facebook Live, mais qui permettent, via des applications, d'envoyer des flux à une régie directement. Donc, le téléphone, c'est tellement professionnalisé, c'est un outil assez mobile, donc du coup, on est plus dans une notion tout doucement qui s'inverse, dans le sens où c'est plus l'outil d'avenir, où on est en train de former les journalistes à la caméra. Est-ce que ça a un impact sur ton téléphone. histoire, toi, sur ton écriture? Est-ce qu'il y a des choses que toi tu peux faire ou ne pas faire en termes de narration parce que tu as cet objet qui est un téléphone et qui n'est pas une caméra et qui du coup te limite, je pense, sur des choses et te rend plus libre sur d'autres? Alors moi déjà, dans les échanges par exemple, c'est-à-dire que le téléphone est beaucoup moins intimidant qu'une grosse caméra quand vous parlez à quelqu'un. Alors bon, les politiques, etc., ils ont l'habitude, il n'y a pas de souci. Mais par contre, quand vous allez dans une manifestation, quand vous parlez à des personnes, le téléphone, voilà, on a l'impression que le ton de la conversation est beaucoup plus spontané, comme si on parlait de personne à personne et non pas de journaliste envers une personne qu'on interroge. Donc ça, c'est quelque chose d'absolument génial, parce que l'idée, c'est d'aller chercher ce que la personne a au plus profond d'elle. Donc si on arrive à pouvoir le faire avec justement un outil qui est un peu moins intimidant, ça on le ressent vraiment. Et puis après, l'avantage aussi avec le téléphone, et c'est aussi avec le format du direct Facebook Live, c'est qu'on est connecté directement avec son audience. C'est-à-dire qu'on a le retour en temps réel avec les commentaires utilisateurs. Alors on parlera des audiences dans un second temps, mais oui, effectivement, c'est un des vrais sujets, parce que ça, du coup, tu les as en direct, et quand tu dis une connerie, tu te le prends dans la gueule tout de suite, et en même temps, il y a aussi, je pense, des infos qui viennent par les gens. On verra comment est-ce qu'on raconte une histoire avec une audience. Et puis il y a ce que tu disais par rapport au deuxième téléphone. Oui. Et j'en ai un. Très bien. Voilà, le deuxième information importante, vous pouvez le tweeter. Rémi, un deuxième téléphone. Le deuxième téléphone qui est super important, parce que quand tu es sur un événement d'actualité chaude, il y a des informations qui tombent au fur et à mesure. Et donc l'idée, c'est de pouvoir avoir un fil qui puisse m'alimenter, tout en sachant que je me base toujours sur les sources basées comme officielles. Je prends des exemples sur les derniers événements qu'on a pu vivre, c'est de se baser sur des comptes Twitter comme Ministère de l'Intérieur ou Préfecture de police, qui sont des informations officielles et qu'on peut donner tout au long du direct. Question rapide, est-ce que tu es tout seul sur le terrain? Oui, mais est-ce que tu as une rédaction derrière toi qui, au moment où tu es en live, t'envoie des messages pour t'aider? Ou est-ce que tu es vraiment seul et il faut que tu te démerdes pendant 4 heures? Ça dépend. En fait, Okay. Je connais les deux cas de figure. C'est-à-dire que par exemple sur les interviews, on essaye d'impliquer les internautes pour l'interactivité. Parfois, il y a beaucoup de commentaires parce que ça part aussi en débat par rapport à la discussion. Donc des fois, il y a des questions que je ne vois pas et on a un community manager qui, en plus de son travail de modération, me fait parfois remonter certaines questions que je n'aurais pas vues. Et c'est arrivé sur certains éléments d'actualité qu'on me remonte certaines informations, mais c'est pas toujours le cas. Par exemple sur les Champs-Élysées, je me débrouillais tout seul parce qu'il y avait personne à ce moment-là pour pouvoir me remonter les informations, parce que ça peut arriver à toute heure. Et, voilà, un événement d'actualité peut très bien nous amener à faire un direct un samedi soir à 2h du matin. Et donc là, il n'y a pas forcément quelqu'un qui peut me remonter les informations en temps réel, quoi. Hugo, ouais. Comment ça s'est passé, toi, dans ta partie écriture, parce que finalement, c'est quasiment des sketchs sérieux. On peut presque dire ça. Je sais pas si vous savez, mais Emmanuel Macron est le nouveau président de la République. Ouais.
Non, mais moi ce qui est bien, c'est que j'ai pas de. Enfin, J'aime bien Hugo, il n'y a pas de question, mais il y va quand même. non, mais je comprends la question sur la phase d'écriture, à moins que tu aies une question très précise. Non, vas-y. Non, mais enfin, moi, on a la chance, et je pense que c'est un peu le cas de Rémi Buisine, même chez toi, tu es plus sur des trucs de terrain, donc c'est un peu différent, mais moi, je suis pas à court de sujets. C'est-à-dire que j'ai toujours des sujets, et si jamais je pouvais le faire techniquement et que j'avais les moyens de produire autant de vidéos, je pourrais faire 2-3 vidéos par jour. Et c'est à l'inverse, on a l'impression quand on regarde une chaîne d'infos qu'au final ils rabâchent tout le temps la même chose, etc. Mais c'est parce qu'ils sont 24 heures, enfin pas 24 heures sur 24, mais ils sont quasiment tout le temps en direct, au moins la journée. Et du coup, ils sont tout le temps en train de répéter les mêmes choses. Mais moi, quand j'ai une chaîne YouTube et que je fais, là en ce moment, je fais 1 à 2 vidéos par semaine, bah, je suis pas à court de sujets. Là, j'aurais bien aimé parler de ce qui se passe au Qatar. Il y a plein de sujets que j'aimerais bien traiter, que je peux pas faire parce que j'ai pas le temps. Donc, sur la phase d'inspiration et d'écriture, moi, j'ai cette chance d'avoir toujours des sujets. Donc, je suis pas à court de sujets. Et j'ai toujours des abonnés qui me proposent des éléments d'actu à traiter, etc. Donc, c'est une chance, quoi. Comment tu te prépares? Parce que quand on fait de la fiction, quand on est sur un live, effectivement, on a des guidelines, c'est-à-dire, quoi que sur la fiction, on peut aussi se planter, mais en tout cas, on a une grille de lecture. Toi, ta grille de lecture, elle est finalement d'avoir des sources qui te permettent de ne pas dire trop de conneries. Quand on est à la fois étudiant et qu'on a une chaîne YouTube, et je pense au tout départ, où je ne sais pas si tu connaissais déjà beaucoup de monde, si tu avais un réseau déjà important, mais comment tu t'assures de ne pas dire de conneries? Parce que je me mets à ta place, moi j'aurais ce flip de me dire, je mets une vidéo en ligne sur des sujets qui peuvent être touchy parce que politique et donc des appos à trolls qui sont absolument fondamentaux. Comment est-ce que tu fais pour être sûr que tu dis pas trop de conneries? Je vérifie les informations que j'utilise et les sources que j'utilise surtout. Au final, j'utilise des sources qui sont assez classiques finalement. Mais en fait, j'ai une chance qui est de certains sujets, moi je les connais assez peu. Et ça peut paraître un peu bizarre de le dire comme ça, mais au final, c'est une chance. C'est-à-dire que typiquement, quand je traite du conflit en Syrie ou de sujets qui sont assez lointains ou qui paraissent, qu'on connaît en général assez peu, dont on entend beaucoup parler, mais dans les détails, on les connaît assez peu, à moins d'être spécialiste ou de vraiment d'être passionné par ces sujets-là. Moi, j'ai cette chance du coup de découvrir, entre guillemets, alors je suis l'actualité tous les jours, mais de les approfondir pour la première fois quand je traite le sujet. Et au final, c'est une chance parce que ça me permet, je pense, dans ma phase d'écriture, d'identifier plus facilement les éléments qui peuvent paraître compliqués pour quelqu'un qui découvre un peu le sujet. Un universitaire qui parle du conflit en Syrie, il risque de perdre la moitié, si ce n'est tout le monde, parce qu'en fait, il utilise des mots, il utilise des éléments qui pour lui paraissent classiques parce que ça fait des dizaines d'années qu'il travaille sur le sujet, mais pour un jeune, pour un collégien ou un lycéen ou un étudiant qui entend parler du sujet pour la première fois, ça paraît ultra compliqué. Donc moi, j'ai cette chance d'approcher parfois des sujets pour la première fois, certains non, mais certains oui, et donc ça me permet d'identifier plus facilement les éléments qui sont compliqués et sur lesquels je vais devoir insister parce que voilà, c'est pas des éléments qui sont très clairs, qui moi, quand j'ai fait ma vidéo, m'ont paru assez obscurs, donc pour un jeune, ça peut être la même chose, quoi. Et quand tu t'es dit que tu allais faire des vidéos autour du sujet de la politique, comment tu t'es dit, comment... Pardon, je vais la refaire la question. J'allais me lancer là. Oui, c'est ça. J'ai compris tout ce que tu voulais dire. Comment tu arrives en fait à te différencier de ce qui existe déjà et est-ce qu'au départ, tu as flippé de te dire sujet sérieux plus narration plus contemporaine? Est-ce que ça va plaire? Et est-ce qu'on va me prendre au sérieux dans ce que je raconte? Parce qu'il y a un peu le côté ah ouais, tu fais des vlogs, tu racontes ta vie, en plus tu parles de politique, ok, t'es pas très sérieux. Ou à la limite, comme Rémi, ah oui, t'as un téléphone et tu fais de l'actu, ouais, ok. Tu vois, des choses pas compatibles dans certains esprits. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a moi, quand j'ai lancé ma chaîne et que j'ai commencé à faire des premières vidéos sur des sujets qui étaient assez classiques, la COP21, l'état d'urgence, des sujets comme ça, j'ai eu certains retours, pas des premiers abonnés de la chaîne, mais d'amis à moi ou de gens de Sciences Po justement, ou qui bossaient dans ce milieu-là, qui me disaient mais au final tu dis des trucs qu'on sait déjà ou qui sont déjà dans les médias traditionnels et c'était vrai et je l'assumais totalement, mais je leur disais mais l'objectif c'est pas de aujourd'hui de toute façon j'ai pas les moyens de faire du journalisme d'investigation, je suis pas Mediapart, je peux pas sortir des nouvelles informations. Donc effectivement, quand je traite du programme d'Emmanuel Macron et que j'explique le programme d'Emmanuel Macron ou d'un autre candidat, bah oui, c'est les mêmes informations que sur un média traditionnel. Mais en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que les abonnés de la chaîne qui sont abonnés à la chaîne, qui sont les collégiens qui peuvent être abonnés à la chaîne par exemple, sont pas allés lire Le Monde la veille, sont pas au courant de ça. Donc il y a un décalage entre les deux et donc il y a tout à réinventer, il y a des nouveaux formats à réinventer pour cette génération-là. Est-ce que ces jeunes-là vont plus tard finir par lire Le Monde et des médias plus traditionnels? Peut-être, mais
beaucoup moins que c'est pas comme aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui qui a peut-être 40-50 ans aujourd'hui, notre génération à nous lira pas autant que cette génération là. Donc voilà, il y a des nouveaux formats à réinventer. Et sur le fait oui, t'es jeune, quelle légitimité t'as finalement, pourquoi est-ce que tu utilises ce format YouTube? Moi j'ai eu beaucoup cette crainte en fait en lançant ma chaîne, vis-à-vis justement de cet entourage-là, de Sciences Po, etc., de la façon dont ça allait être vu, parce que YouTube a encore peut-être cette image, alors de moins en moins, mais il y avait encore cette image de YouTube c'est de l'humour, c'est Norman, Cyprien, et c'est un peu de jeux vidéo, et voilà quoi. Donc, déjà, évidemment. Et donc j'ai eu cette crainte de lancer un format finalement qui est sérieux, qui s'adresse aux jeunes, mais qui reste sérieux sur des sujets très sérieux, mais sur YouTube. Et aujourd'hui, j'assume totalement d'essayer d'incarner ça de la même façon qu'une YouTubeuse beauté, c'est pas elle parle de produits, mais c'est une personne qui parle de ça avec et moi c'est un peu la même chose. Je suis pas un média, je suis pas une institution, mais c'est moi qui en parle, et je pense que d'ailleurs ça permet de créer une sorte de proximité, ça permet d'incarner un peu le sujet quoi. Adrien, comment est-ce qu'on fait pour raconter une histoire quand on s'appelle G, qu'on a l'histoire de G, et qu'en plus rien que sur G Digital Fonderie on est une centaine? Comment est-ce qu'on fait pour raconter à la fois une histoire qui est assez vieille parce que la boîte est ancienne, et en même temps pour avoir des valeurs qui touchent à peu près tout le monde? Enfin, il y a 4-5 problématiques qui font qu'à un moment donné, tu dois être un peu bloqué dans ta manière de raconter l'histoire. Comment tu t'en sors de ça? Ce qui me frappe, c'est vrai que la première chose qui frappe, c'est que là, effectivement, qu'importe vos parcours ou ce que vous avez fait, il y a une facilité entre guillemets de dire voilà, j'ai mon ton, j'ai mon idée, je peux tenter ça, je peux tenter ce nouveau format. Quand vous êtes dans un groupe de 330 000 personnes dans le monde, avec des dizaines d'entités, des strates hiérarchiques en France, en Europe, aux États-Unis, etc. Ça, c'est pas aussi simple. C'est-à-dire que vous pouvez pas arriver, envoyer un mail, oh, j'ai une idée géniale, on va faire des vidéos live sur Facebook, ça va s'appeler G Digital, ça va être énorme. C'est quoi, c'est CEO c'est ça. Et donc là, vous prenez, les gens vous répondent même pas. C'est-à-dire que vous n'avez même pas de mail de réponse. Et donc ça, c'est une complexité qui est énorme, parce que quand vous êtes dans un grand groupe avec une histoire, effectivement, la première chose, c'est que 125 ans, donc créé en 1892, vous avez un héritage, vous avez des erreurs qui ont été commises, vous avez la nécessité de défendre des valeurs, vous avez envie d'aller dans une direction stratégique qui a été créée aux États-Unis et qui se répand à travers le monde et qui doit se retrouver dans toutes les entités du groupe. Donc tout ça, c'est complexe, et donc vous ne pouvez pas évoluer. C'est quoi tes marges de manœuvre du coup? Les marges de manœuvre, il faut les créer. Moi, j'ai la chance donc d'évoluer dans ce centre d'innovation où j'ai plus de liberté sur comment on raconte des histoires, avec des vidéos que j'essaye de faire plus courtes. On est loin de l'innovation, on s'en inspire, mais évidemment, les sources d'inspiration, c'est Hugo, c'est Brut, c'est toutes ces choses-là. Mais nous, si, toi aussi, mais toi aussi, mais si. Mais au fait, t'es qui? Ok. Voilà. Ça se fait pas des abonnés, du coup. Je pourrais envoyer un mail pour qu'ils s'abonnent tous à ta chaîne, du coup. Voilà. Voilà. C'est all. Ouais, c'est all. Et donc ça, on s'en inspire, mais ça prend nécessairement beaucoup plus de temps, il y a beaucoup plus de barrières à abattre. Et ce que je trouve intéressant dans ce que dit Hugo, c'est la question de la légitimité, c'est le d'où tu parles. C'est-à-dire que si nous, on se met à faire des vidéos comme Hugo, évidemment qu'on va nous rironner, et évidemment que ça ne va pas marcher. Et il y a des exemples de grands groupes corporate qui ont essayé de faire des choses dans la mouvance d'eux. Un bon lip dub. Et voilà. Et ça, c'est juste la chose à éviter. Mais ce qui est difficile, c'est que quand on voit une autre entreprise faire un lip dub et que ça ne marche pas, pour le grand groupe en question, ça fait, vous voyez, il faut vraiment pas aller là, parce que là, c'est très très dangereux. Enfin, vous le voyez bien. Et donc, c'est comment, voilà. Donc, alors, du coup, lié à ça, même question que pour Kevin, est-ce qu'il y a des sources d'inspiration? Est-ce qu'il y a des entreprises que tu vois qui ont une communication que tu trouves hyper intéressante et qui t'inspirent? Ouais, il y a des entreprises qui communiquent, même déjà des grosses entreprises. Enfin, vous le voyez, je pense que par exemple Airbnb sur un certain nombre de choses commence à faire évoluer sa communication. Mais eux, ils sont aussi en B2C, tu vois. Ouais, ils sont en B2C. Alors, sur le B2B, c'est super complexe. Alors moi, je pense que G, notamment aux États-Unis
est pas mal avancé sur ces sujets-là. Il fait des choses quand même relativement intéressantes sur l'ensemble de ces sujets, sur Instagram, sur Vine à l'époque, Ils ont repris le concept Snapchat. de carpool karaoké pour faire des vidéos. Ouais, le carpool karaoké avec les dirigeants. Enfin, c'est vrai que c'est assez. Alors, c'est marrant de manière, de manière limitée parce que tout ce qui est difficile, c'est le contenu, ce qu'on veut dire et puis la forme. Mais oui, il y a plein de sources d'inspiration à la fois corporate et puis sur YouTube ou sur les nouveaux médias sur lesquels on essaie d'avancer, ouais, c'est clair. Parlons production, parce que vous êtes tous un petit peu avec votre téléphone, votre caméra, et puis allons-y. Pas de téléphone. Kevin, tu as des journées qui font à peu près 94 heures, comme à peu près tout le monde ici. Des journées? Oui. Ah oui, c'est ça, exactement. Ouais. Comment, quand on parle de digital storytelling, ça veut dire qu'on est sur du storytelling lié à du digital. T'as vu le... C'était ça le sujet. En fait. Putain, ça veut dire globalement qu'en termes d'organisation, c'est souvent des équipes extrêmement légères. Toi, tu as connu un peu t'as connu plein de situations différentes, mais à la fois tu fais des pubs où je pense que là, tu as 14 000 personnes sur un plateau. Ouais. À la fois, tu as connu des séries comme Bref, où là, c'est une équipe resserrée, mais c'est quand même une équipe. Et à la fois... Ouais, c'est par série, il y avait du monde quand même. Hein. Oui, mais c'est un format télé déjà, où tu voilà. peux... et t'es contraint, parce que t'as des minutes utiles à rentrer. Et bref, ouais, ok, vas-y. Bref. Et ensuite, tu as aussi le côté YouTube aujourd'hui, où là, tu es à la fois compositeur, musicien, tu es à la fois acteur, tu es à la fois producteur, tu es à la fois chef-op, tu es à la fois ingé son. Vous faites à peu près tout, toi et Maud. Parfois, effectivement, tu t'entoures de certains talents, mais globalement, de l'écriture à la diff, tu gères tout, avec Maud et 2-3 personnes. Comment tu fais? Est-ce que ça veut dire que pour avoir une chaîne YouTube aujourd'hui, il faut être bon partout et savoir tout faire? Tout dépend. Si vous avez la chance d'être né dans une famille riche et que l'argent n'est pas un problème, je vous encourage à embaucher le plus de techniciens possible. Ça va vous faciliter la tâche. Vous allez mieux dormir la nuit, ça c'est sûr. Je suis un peu déçu de toi. J'aurais préféré que tu dises n'hésitez pas à financer des chaînes YouTube. Ensuite, si comme 99% de la population peut-être, vous n'avez pas eu la chance de naître dans une famille très riche, bah, sur YouTube, l'économie, elle, encore une fois, la télévision, c'est autre chose. On vous donne des capitaux de plus en plus serrés, des budgets de plus en plus serrés, mais pour pouvoir faire des choses avec des conventions collectives et des règles. Donc ça, c'est il y a la loi qui est là et on n'a pas le choix, mais on doit travailler 8 heures par jour, etc. Sur Internet aussi, c'est malgré tout les mêmes lois, les mêmes conventions collectives qui s'appliquent. Néanmoins, c'est clair qu'à un moment, l'argent est le principal problème de la production. Ça veut dire que si vous voulez rentrer, encore une fois, tout dépend ce que vous faites. Si vous voulez faire aujourd'hui du podcast, c'est facile avec un minimum d'investissement d'avoir du son de qualité, une image de qualité. Et après, c'est votre authenticité, votre singularité, votre ton, le sujet et l'angle d'approche qui va faire qu'à un moment, vous allez peut-être pas toucher tout le monde, mais au moins toucher une certaine audience. Peut-être pas toucher personne, qui est à peu près 90% des youtubeurs, malheureusement. Ouais, voilà. Peut-être pas toucher personne. Ouais. Ça va, merci Romain. Ok. Comment tu fais pour Je vais chanter, attention. Non, non. Fais gaffe. Donc je t'avais dit, je vais chanter. Et sinon, en termes de production, après, comment tu fais pour avoir 14 casquettes et comment tu fais pour tout gérer? Comment je fais quand on a lancé l'aventure là en mars, on savait très bien que autant sur Parlons peu, parlons cul, on a des partenaires financiers qui sont le network Mixicom, Webedia avec nous, donc qui nous ont permis de faire un Kickstarter là-dessus et de nous mettre dans des bonnes conditions. Autant là, c'est sur la chaîne de Maud Bettina Marie, c'est moi qui finance tout avec ma société. Donc il y a un moment donné où, encore une fois, 99%, 1%, l'argent était un souci à un moment donné. Donc ça veut dire qu'il y a un budget et comment on mobilise des gens, pas gratuitement, parce que moi, c'était pas mon optique de me dire on peut mobiliser des gens gratos sur un court-métrage, etc., une fois de temps en temps. Mais moi, j'estime aussi que le travail mérite salaire. Voilà, je suis un peu de cette école-là, malheureusement. Et c'est plus facile aussi de mobiliser des gens. On peut le faire à la force de la motivation, à la force de la conviction, etc., à la force du projet. Mais à un moment donné, si la personne tombe sur un plan payé, elle peut te lâcher la veille. Donc je me dis, je vais être rémunéré. Je te rémunère, je te mets bien. Et puis à côté de ça, tu viens, tu es disponible pour mon projet. Mais avant tout, est-ce que tu es quelqu'un de bien, tu es motivé, tu es compétent? Ça, c'est... voilà. Et ensuite, en termes de prod, on est obligé, encore une fois, de faire toutes les casquettes. Donc, comment tu fais? J'ai fait, j'ai envie de te dire. J'ai des notions. En fait,
ce qui est bien aujourd'hui, c'est que vous avez un média qui s'appelle YouTube, sur lequel vous pouvez apprendre plein de choses. Et donc ça, c'est cool. Ce qui n'était pas possible forcément il y a 10 ou 20 ans, où il fallait passer par une école, il fallait faire des stages, etc., etc. Et ça prenait du temps. Enfin, ça prend toujours du temps, hein. Si vous voulez être bon dans un domaine, il faut passer du temps, des heures, des semaines, des années, avant de vous dire « Ah, je commence à avoir un petit niveau de compétence ». Et quand vous commencez à avoir un niveau de compétence, vous dites « Ah ouais, non, en fait, j'imaginais que c'était ça. En fait, c'est 10 étapes plus loin ». Donc c'est que du travail en permanence, et c'est avoir des notions de montage, avoir des notions. Moi, j'ai la chance d'avoir fait de la musique depuis longtemps et de la MAO, donc quand il a fallu toucher au mix, j'avais des notions, donc je me charge aussi des mix, ce qui est hyper chronophage. L'étalonnage, par chance aujourd'hui, il suffit d'avoir un petit peu de goût et savoir ce qu'on veut esthétiquement. Et après, les logiciels actuels permettent de faire des choses facilement aussi. Mais Kevin, comment tu fais pour pas te planter? Parce qu'on sait que sur de la fiction, c'est extrêmement sensible. Il y a 90% de chances que ce soit pas drôle, soit parce que c'est compliqué de faire rire des gens. Comment est-ce que quand tu es en équipe réduite, tu as peu de regard critique finalement, tu as moins quelqu'un qui va tout d'un coup dire « Ah non, là c'est vraiment pas bien ». Comment est-ce que tu fais pour t'assurer à la fois de produire des choses de qualité avec une équipe réduite? Et comment est-ce que tu arrives à avoir ce regard critique sur ce que vous faites? Pour moi, l'équipe réduite, encore une fois, c'est on pourrait tout faire tout seul, mais ce serait plus de contraintes et des nuits, encore une fois, avec beaucoup de stress, mais c'est un confort sur le tournage. Après, on s'est très réfléchi. Enfin, tout à l'heure, j'ai dit qu'on est parti un petit peu à l'arrache, sans idée précise, parce qu'on avait beaucoup d'envie, mais on s'est pas dit, alors on va parler, comme Hugo, de politique, ou je sais pas, après on va parler de tuto beauté, etc. On avait envie de mettre en place des personnages. Après, on a une vraie formation de scénariste derrière. Donc quand on envoie des choses en prod, c'est qu'elles nous satisfont, en fait. Donc c'est, il y a un moment donné où... Est-ce que tu les fais relire à d'autres? Non. D'accord. Non. C'est-à-dire que on se fait confiance. C'est all-in, quoi. Quand ça sort, ouais, en fait, c'est vraiment du feeling. Après, je sais pas comment expliquer ça, mais on le sent avec Maud quand le texte n'est pas fini, et on sent quand on peut l'emmener en production en tout cas. Et on développe sur cette chaîne pas mal de choses qui à la base étaient peut-être des sketchs unitaires, où j'ai dit attention, ça serait cool de mettre un cadre. Moi, je suis toujours client des concepts en fait. Et là, on est en train de lancer tout doucement des personnages qui se transforment en petites mini web séries, et dont un personnage s'appelle Noémie Too Much. Enfin, je sais pas, pour ceux qui connaissent un peu la chaîne. D'ailleurs, ce que tu me disais, c'est que si au moins la moitié de la salle ne s'abonne pas à la chaîne, on arrête plutôt. Ça, ouais, c'est ça. Bon, bah, écoute, ouais. Mais je vous invite à aller voir ces contenus pour voir, parce que mine de rien, on a aussi une exigence esthétique qui n'est pas la même en fonction des projets sur lesquels on travaille. C'est ça la difficulté qu'on a, c'est-à-dire qu'il faut s'entourer des bonnes personnes. Moi, perso, je ne suis pas chef-op de docu-fiction. Je ne saurais pas comment, avec une caméra aujourd'hui, je n'ai pas la prétention de me dire tiens, une docu-fiction, il va falloir aller chercher, c'est un peu le reportage au cœur de l'action, mais fictionné, c'est ça le docu-fiction pour les gens qui ne connaissent pas. Comment aller chercher des zooms au cœur de l'action qui créent un malaise, parce que ça renvoie à un moment un regard de l'acteur vers cette caméra, qui prend à partie la caméra comme un peu le spectateur. C'est un peu l'œil du spectateur aussi. Il pourrait se dire oh là, hashtag gênance, ou hashtag le personnage va trop loin. Tu veux qu'on en parle de regard caméra ou... Comment? Tu veux qu'on en reparle des regards? Et donc en fonction de cette réalité qu'on a à mettre à l'image, on fait appel aux différentes personnes. Mais cette réalité de production, elle est forcément dans une contrainte aussi à un moment financière. Donc très vite, on a vu avec quel type de budget on pouvait produire quel type de contenu. Et puis l'idée aussi, c'est d'intégrer dans le business model à un moment peut-être des partenaires financiers. Là, le CNC, bonne nouvelle pour les gens qui veulent se lancer, il y a la taxe YouTube qui se lance là, c'est des fonds qui sont mobilisés par YouTube par le CNC depuis la plateforme YouTube, qui s'appelle une taxe YouTube, il y a 2 millions d'euros qui sont levés là, et qui vont être reversés aux créateurs de contenu à partir de septembre. Il faudra passer par une commission, etc. C'est vrai que le CNC, malheureusement, c'est un peu long. Et là, ils ont fait vraiment du shortcut, c'est-à-dire ils ont compris qu'aujourd'hui, en 2017, on ne pouvait pas faire attendre les gens 6 mois pour avoir un premier tour, et puis un deuxième tour, et puis après se dire que finalement l'idée...
Comment ? C'est toujours un peu long le CNC. Ouais, moi je leur fais pas mal de feedback à un moment donné parce que j'ai été là en train de proposer des courts-métrages en disant on est là, on est frères, on a l'impulsion. Et ça, le problème de certains canaux aujourd'hui, c'est que ça tue l'impulsion créative. C'est-à-dire quand vous attendez, vous avez une idée, vous y croyez, vous mobilisez les ressources, vous créez le truc, vous montez votre dossier parce qu'il faut monter un dossier, il faut le sortir en X pages, en 40 exemplaires, etc. Vous l'envoyez. On vous dit, alors la commission, c'est dans 3 mois. Si vous avez la chance de passer le premier tour, après, c'est un deuxième 3 mois. Pour 6 mois plus tard, on peut avoir une réponse clairement négative, voire 3 mois plus tard. Et très vite, on est passé à autre chose, en fait. Ça tue l'impulsion. YouTube, le média YouTube, il a cette immédiateté de diffusion qui est stressante. Parce que ta question, c'est comment tu fais pour pas te planter ? Bah, tu peux pas savoir, en fait. En fait, on se fait suffisamment confiance parce qu'on a acquis de l'expérience aujourd'hui, mais on peut pas savoir à 100%. On peut pas se dire ah là les gens ça va faire un buzz de ouf. Ça c'est le fantasme du buzz, faut l'oublier. Si vous voulez faire ça, faites pas ça parce que c'est le meilleur moyen de vouloir faire de faire des buzz. C'est malgré vous en fait. C'est quel est votre regard sur le monde, comment vous voulez, via le média YouTube, à travers un podcast, à travers une histoire, à travers, je sais pas, une vidéo corporate, véhiculer votre vision et comment elle sera reçue, ça vous n'avez jamais finalement de certitude là-dessus. Ce que tu dis, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'effectivement, ça prend du temps. Et ça, c'est important de le prendre en compte. Mais le facteur temps, nous, on a eu beaucoup de chance. C'est-à-dire qu'on a eu la chance d'avoir une chaîne qui arrive à 412 000 abonnés là, en 1 an et demi, avec un livre, avec pas mal de jolis projets en perspective. Et cette chaîne-là, qui est en 2 mois et demi, à 80, on est pas loin des 100 000 déjà, quoi. Je me dis, bon, on travaille beaucoup derrière. Il y a des objectifs aussi qu'on se fixe. Il faut se fixer des objectifs. Il y a une réalité financière, il y a de la mise, il y a de la prise de risque, mais il y a et surtout la valeur travail qui est derrière. Si vous voulez arriver sur YouTube aujourd'hui en 2017 en vous disant ouais je fais rire, c'est comme je dirais c'est le même symptôme stand-up. Le stand-up il y a 10 ans personne ne voulait en faire, il y avait 10 personnes qui arrivaient, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais qui arrivaient à Paris de leur province avec des envies, une faim, voilà, ils avaient faim. Ils sont montés sur scène, ils sont devenus qui ils sont aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que 10 ans plus tard, tout le monde veut faire du stand-up. Mais tout le monde veut faire du stand-up à un moment parce qu'ils font rire 3 de leurs potes. C'est pareil, tout le monde veut être sur YouTube parce qu'ils estiment avoir quelque chose à y faire. Oui, lancez-vous, c'est hyper important, mais travaillez beaucoup en fait. Travaillez beaucoup ce que vous faites. Prenez le temps aussi de vous former dans les domaines peut-être dans lesquels vous n'êtes pas les plus compétents. Ça, ce temps-là, c'est un temps précieux, le temps de formation en tant qu'acteur, en tant que réalisateur. L'avantage que vous avez, si vous n'avez pas d'audience dans un premier temps, c'est que vous pouvez expérimenter beaucoup jusqu'à trouver votre patte. Et YouTube permet ça. Il y a, encore une fois, l'immédiateté de diffusion qui fait qu'à un moment donné, tac, je propose un truc. Ah, et si je mets pas trop d'orgueil et pas trop d'ego, ce qui est difficile quand on est créatif, encore une fois, c'est le plus gros ennemi, c'est l'ego. C'est un moment de se dire, ok, pourquoi ça n'a pas fonctionné ? Essayez de prendre du recul, essayez d'avoir des feedbacks peut-être de personnes plus compétentes que vous, qui sont déjà plus avancées dans le process, en réalisation, en écriture. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, ce que je fais ne prend pas, et comment je peux m'ajuster en permanence pour faire en sorte de ne plus recommettre les mêmes erreurs. Parce qu'il n'y a rien de pire dans la vie que de commettre ad vitam aeternam les mêmes erreurs. Il n'y a aucune marge de progression comme ça. Et tu m'offres une super transition pour Rémi, parce que du coup, tu parlais de singularité. Tu oui. disais, soyez différents. Comment est-ce que sur du live... c'est bon, t'as un micro. Toi. Comment est-ce que sur du live, tu arrives justement, parce que c'est nouveau, comment tu fais pour être singulier ? Parce que finalement, il y a ta patte, ton ton à toi, mais voilà, est-ce que tu travailles sur... Est-ce que tu regardes déjà beaucoup de choses qui se font à côté ? Est-ce que tu as envie d'avoir... Enfin, vous écrivez chez Brut des concepts qui sont un peu plus différents ? Est-ce que vous êtes déjà sur l'étape d'après en se disant finalement demain tout le monde sera avec son téléphone, un micro et un propos ? Ou est-ce que vous vous dites non, la force du propos fait que ça c'est le concept et on va le garder, le format finalement et n'est pas si important que ça ? Quand je me suis lancé, il n'y avait pas forcément d'exemple parce que c'était vraiment au tout début. C'est-à-dire que Periscope est sorti, je crois, le 25 ou 26 mars 2015. Et en gros, dès le premier jour, j'ai commencé à faire des tests dessus. Donc, je n'avais pas forcément de références. Les références qu'il pouvait y avoir, c'était plus sur un ton journalistique, sur la façon d'écrire les choses, mais qui étaient plus des exemples qui peuvent exister à la télévision ou sur des petites vidéos, etc. Donc, du coup, il y avait vraiment tout à inventer. Donc, je pense que
ce qui était le cas, la façon de faire il y a 2 ans et aujourd'hui a énormément évolué parce que, comme on disait tout à l'heure, on a la chance d'être connecté directement avec son audience, d'avoir les retours d'audience en temps réel, d'avoir les commentaires. Ouais, et là, du coup, c'est du temps réel, quoi. Là, c'est vraiment. Et ça, c'est génial parce que pour le coup, on arrive justement à comprendre ce que veulent les gens, leurs habitudes de consommation. Par exemple, un des premiers points, c'est sur le live. Par exemple, je prends le comparatif télé. Live vidéo. À la télé, c'est vous qui faites la démarche d'aller devant votre poste de télévision. Donc du coup, vous y consacrez du temps. C'est-à-dire, voilà, vous avez fait votre journée de boulot, vous rentrez chez vous, vous dites, tiens, il est 19h, ou peut-être plus, et vous consacrez 1 heure à la télévision. Là, le live, en gros, il arrive alors que vous êtes en train de faire autre chose. Donc le temps que vous allez y consacrer est en général beaucoup plus court. Donc ça, c'est une habitude de consommation. Donc derrière, on réfléchit comment on l'adapte. Dans le sens de se dire que quand on lance un live et qu'on fait un live de 4 heures, il n'y a pas de mal à répéter à 55 ce qu'on a dit à 45, parce qu'on a une énorme chance de se dire que 90 à 95% des gens qui vous regardent à 55 ne sont pas les mêmes qu'à 45, parce qu'on est sur une durée moyenne de visionnage qui va être aux alentours de 5-6 minutes. Parfois même plus faible dans certaines situations. Donc du coup, il y a ce premier point-là. Après, vous avez les commentaires en temps réel qui permettent vraiment d'interagir avec les internautes, de prendre en compte leurs demandes. Dans une manifestation, par exemple, on va vous demander « Tiens, est-ce que tu pourrais nous faire un 360 pour nous montrer un peu la perspective de personne ? Est-ce que tu pourrais nous montrer les pancartes ?» Alors, on ne va pas prendre un commentaire isolé, mais si on sent une tendance qui revient régulièrement, eh bien, on va le prendre en compte. Et ça, c'est un peu comme ça qu'au fur et à mesure, en prenant en compte les critiques, les commentaires des internautes et les habitudes de consommation, qu'on évolue dans le style d'écriture, parce qu'à la base, quand on se lance, comme c'est quelque chose de nouveau, on n'a pas forcément d'exemple. Il y a toute une mouvance qui est en train de se développer qui s'appelle le Mojo, Mobile Journalism, et qui sont effectivement toute une mouvance de personnes qui font du journalisme avec du mobile. Et ça, il y a de plus en plus d'applications et de choses qui sont extrêmement intéressantes, dont des dispositifs. Et je vous invite à voir des choses qui sont faites par Philippe Couve ou Damien Vandacter, D-A-V-A-N-A-C, Davanac sur Twitter. Et par exemple, Damien Vandacter a fait l'autre jour un live dans un salon où en fait il avait 2 personnes qui le suivaient avec un téléphone, lui qui était avec son Osmo, et du coup une 3e personne qui était avec un iPad. Il recevait lui tous les flux de tout le monde et il pouvait faire de la réal en direct. C'était extrêmement intéressant de voir ça. Et sans mobilité, avec juste des téléphones. Et j'ai comme l'impression quand même que là vous êtes sur un format effectivement qui est du report. Mais comment est-ce que vous voyez l'évolution un peu de ce live et comment tu vas réussir à produire des choses différentes avec tout ça? Tu t'en saisis? Est-ce que tu arrives à capter tout ça? Alors, la régie, est-ce que ça influence ton écriture, pardon? La régie, on l'utilise parfois de temps en temps. Et c'est extraordinaire de se dire ça. Il y a encore quelques années, la régie, c'était sur un événement d'actualité, un car satellite, un technicien qui va envoyer dans une régie pour le balancer sur une chaîne de télé. Oui, c'était un camion, 15 personnes. Quoi. Voilà. Là, aujourd'hui, avec un simple téléphone, une simple personne, réseau 4G, vous êtes connecté et tout le monde peut le faire. Je veux dire, en l'espace d'1 minute, n'importe qui dans la salle avec un téléphone peut réussir à faire la même chose qui, il y a quelques années, était réservé aux chaînes de télévision. Après, sur le matériel, on l'utilise aussi. C'est sur l'idée, justement, les stabilisateurs, etc. C'est vrai que on se rend compte vraiment des outils qui sont proposés pour professionnaliser la chose. Après, sur l'écriture à long terme, c'est toujours de s'adapter un peu au retour des personnes. C'est vrai que maintenant, alors, la différence par rapport à il y a 2 ans et aujourd'hui, c'est que il y a beaucoup de monde qui s'est lancé sur le live. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de nombreux médias français ont créé aujourd'hui des cellules digitales live avec des journalistes live. Et en plus, avec Facebook, qui a mis des fonds auprès des médias pour qu'ils financent effectivement Le ce genre Monde, de le programme. Figaro, LCI, pour ne citer que, ont des journalistes, ou Le Parisien aussi, ont des journalistes spécialement pour faire du live. Ouais, mais quand tu vois par exemple qu'il y a un Snapchat ou quand il y a des stories sur Instagram, des choses très courtes comme ça, toi tu es sur des temps longs. Est-ce que c'est compatible, cohérent? Comment tu vois cette histoire que vous racontez sur Brut, comment tu fais pour la rendre cohérente avec tous les canaux que tu as en fait? Parce que rien que sur Facebook, vous avez déjà plusieurs formats. Et la question est de se dire si demain vous allez sur Instagram, comment vous faites? Je sais que Hugo, on en reparlera, tu t'es mis aussi sur Instagram, comment tu fais pour raconter des histoires? Mais chez Brut, comment vous faites pour accueillir tous ces nouveaux formats et est-ce que vous essayez de travailler dessus? C'est-à-dire que nous, on est 100% vidéo. Donc c'est vrai qu'on fait aussi des snaps, donc on s'adapte vraiment à chaque force de l'outil. Et voilà, Snapchat, on a fait par exemple, on a une interview, on va faire un petit snap d'une dizaine de secondes en expliquant, voilà, on est en interview, retrouvez-nous en direct sur Facebook. Après, c'est vrai que sur Facebook, et sur les réseaux sociaux en général, on a
deux façons de faire. On a les petites pastilles du minute 30 à 2 minutes, qui sont des résumés sur un sujet d'actualité, de se dire on va essayer de toucher un public qui n'est pas forcément connecté avec les médias, mais qui est tout de même intéressé par l'actualité, avec des formats assez percutants. C'est-à-dire, voilà, il y a des petits écrits, c'est toujours sous-titré, on met un peu de musique, etc. Ne le prends pas mal, mais il y a parfois des formats narratifs qui sont proches d'un... c'est un peu le combini sérieux, quoi. Il y a un côté un peu des formats catchy, fait pour Facebook, format carré, mais du coup vous servez de ce format-là pour en faire avec un fond qui est un peu différent. La référence, moi je la verrais plus du côté de médias étrangers comme Edgy+, par exemple, qui sont plus, je pense, sur ce style-là d'actualité. C'est-à-dire qu'on a la même problématique à la base, on va parler comme Hugo, d'aller parler de sujets sérieux sur des outils qui sont plus à la base de divertissement, où en plus, on va chercher un jeune public qui a plus l'habitude d'aller sur Facebook pour rigoler que pour s'informer. Donc il faut essayer de trouver un juste équilibre entre donner de l'information et essayer aussi de le faire avec un petit côté intéressant en termes d'image, attirant, parce que le public qui nous regarde est assez jeune. Est-ce qu'on peut dire que c'est de l'infotainment ou... Oui. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un terme qui est accepté? Il y a encore quelques temps, c'était un terme qui dévoyait un peu le côté informationnel en disant oui, c'est de l'infotainment. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un format qui commence à rentrer de plus en plus dans les rédactions? De plus en plus, je pense. Puis aujourd'hui, maintenant, quasiment toutes les rédactions aujourd'hui font un peu ce format-là. Je veux dire, en l'espace de 2 ans, l'évolution de l'utilisation des réseaux sociaux par les rédactions, notamment par la vidéo. Aujourd'hui, quasiment toutes les rédactions... Alors, nous, par exemple, Brut, c'est un nouveau média, hein, c'est-à-dire qu'on existe depuis le mois de novembre, ça fait seulement 6 mois d'existence. Mais on a par exemple, BFM, Le Parisien, l'Obs, etc., ont des cellules vidéo, en dehors des personnes pour le live, qui vont aussi créer des courtes pastilles comme Brut peut le faire. Et ça, c'est des choses qui n'existaient pas il y a un an. Donc ce que tu es en train de dire, c'est que tu as débloqué un peu des rédacs avec Brut? C'est-à-dire que des rédacs ont vu ce que vous faisiez, ils se sont dit « Ah, en fait, c'est malin, alors on va dessus ». Peut-être sur le format, après je pense qu'il y a aussi des sources d'inspiration à l'étranger, on va pas se dire on s'inspire, mais on a déjà eu aussi quelques retours de médias en se disant bon bah voilà, on voit le succès que peut avoir Brut et ça peut aussi donner des sources d'inspiration. Mais on est sur quelque chose d'extrêmement récent, enfin je veux dire 1 an ça peut paraître long, mais sur l'échelle des médias c'est extrêmement rapide, comme le live, hein, je veux dire on parlait des premiers pas du live il y a 2 ans via Periscope, les rédactions ils sont arrivés je dirais en septembre dernier. Donc c'est encore quelque chose de très récent qui est en perpétuelle évolution, où il y a des emplois qui sont en train de se créer. Ça c'est quelque chose de génial aussi. On dit tout le temps le numérique qui détruit des emplois, etc. On en parlait pendant la présidentielle. Le numérique permet aussi de créer des emplois, des nouveaux types de postes de journalistes. On a parfois des rédactions étrangères qui ont cette idée de vouloir se lancer sur ce type de format, qui nous contactent pour voir un peu comment on travaille. C'est-à-dire que par exemple on a reçu nos confrères de la Belgique ou de la Suisse, du service public, qui aimeraient vouloir se lancer sur du live, sur les réseaux sociaux, comment former les journalistes à cela. Donc c'est des échanges très passionnants qu'on a avec eux, où on se rend compte qu'on a parfois l'ancien journaliste qui rencontre le nouveau, sans pour autant jeter la pierre à ce qui existe déjà. Parce que moi par exemple dans mes directs, j'invite toujours à compléter avec d'autres sources d'informations. C'est-à-dire le live, c'est de l'information en temps réel. Je veux dire, le public le demande. Quand il y a un événement d'actualité, les gens ont envie d'avoir un canal qui permet d'avoir des informations de façon instantanée. Mais c'est très important aussi, et moi j'invite toujours ceux qui regardent, à prendre du recul, à lire la presse écrite, la télévision, etc. Ou même par exemple le travail que peut faire Hugo avec du décryptage, où ça c'est super intéressant, ça permet de revenir sur un événement d'actualité et d'aller un peu plus en profondeur. Donc je pense que c'est très important de se compléter avec plusieurs sources d'actualité. Le live vidéo et les vidéos ne sont pas là pour remplacer les outils qui existaient auparavant, mais plutôt compléter l'offre existante. Question un peu technique, mais ça m'intéresse d'en parler avec toi quelques secondes. Tu as commencé sur Periscope, parce que beaucoup peut-être veulent faire du live et se disent quelle plateforme j'utilise. YouTube propose du live, Facebook propose du live, Instagram propose du live, Periscope propose du live, Mercat, si ça existe toujours, propose du live. Non. Je crois que Mercat n'existe plus, je crois. D'accord. Ouais. Alors pourtant c'est dommage parce que Mercat était le premier à se lancer, mais ils n'ont pas réussi à trouver leur public. Véritablement, la première application qui a percé, c'est Periscope. Je viens de prendre un coup de vieux. Comment tu as fait cette passation entre Periscope et tout d'un coup avec Brut de passer sur Facebook Live? Est-ce que Facebook Live, c'est vrai que c'est plus pertinent? Ça a été quoi le choix? L'audience qui est sur Facebook Live? Ça a été la facilité d'aller dessus? Ça a été la capacité de monter une audience sur Facebook qui est plus intéressante que Periscope? Parce que sur Facebook, par exemple, tu as un décalage entre le moment où tu
tu parles toi devant ta caméra et le moment où les gens le reçoivent, donc le moment où les gens vont commenter. Donc dans ce cercle-là, tu peux pas être dans l'interaction directe. Et donc ce que tu vas dire, tu sais que tu as 10 secondes, 15 secondes de décalage avec le commentaire qui va remonter. Sur Periscope, c'est beaucoup plus direct. Donc par exemple, il y a une fonctionnalité sur Periscope qui est quand même plus intéressante pour vraiment échanger. Donc comment s'est fait le calcul de se dire on va sur Facebook, on décide Alors déjà, on prend en compte les différences, dans le sens de dire Instagram, c'est une vidéo qui, quand elle se termine, n'est pas archivée. Ce qui est un peu dommage, parce que nous, l'idée, c'est aussi de pouvoir être consulté après. C'est-à-dire qu'on a cette analyse d'audience, de se dire que, par exemple, sur Facebook, on a des lives qui sont parfois plus consultés en replay qu'en live. Parce que ça arrive parfois qu'on fasse un live à minuit 30 sur un événement d'actualité. À minuit 30, il n'y a pas forcément énormément de monde qui est connecté à ce moment-là. Eh bien, faut que t'ailles te coucher, Rémi, à un moment donné, c'est pas possible ça. On fait pas des lives à minuit 30. Ça n'existe pas ça. Il y a beaucoup de replays du coup le lendemain, et parfois le taux de personnes qui regardent en replay peut être de 90 à 95% et seulement de 5% en live. Ça dépend vraiment de l'événement d'actualité. Alors par exemple, sur la différence entre Periscope et Facebook, c'est que sur Periscope, comme c'est le fait d'aller sur Periscope, le taux de visionnage en replay est beaucoup moins important, parce que vous allez sur Periscope pour voir du live. Si c'est du replay, on ne va pas sur Periscope. Ce n'est pas forcément l'idée de l'application. Alors que sur Facebook, les vidéos en direct se fondent dans le fil d'actualité. Donc entre un article, entre une autre vidéo, entre une vidéo montée, entre une vidéo en direct ou qui était en direct. Donc après, il y a cette idée de se dire aujourd'hui, Facebook, c'est l'endroit où il y a plus de monde, tout simplement. Je crois qu'on a à peu près 30 millions d'utilisateurs en France, à peu près. De Facebook global en France. Ah, belle colle. Quelqu'un sait 33 millions, voilà. Super. Voilà, merci. Tu as gagné une soirée avec Kevin Kojandi. Donc du coup, bravo. Du coup, on arrive à chercher des audiences qui sont très importantes. C'est-à-dire que la différence entre les deux, moi j'ai vu Facebook a vraiment développé le live. Le live est aussi avantagé en matière de reach. Le reach Facebook, c'est le nombre de personnes atteintes sur Facebook, et le live est plutôt bien poussé. Ça fait partie aujourd'hui des fonctionnalités que Facebook veut mettre en avant. Donc c'est vrai que ça semble être assez pertinent d'être sur le réseau social qui est le plus consulté en France et qui à la fois met bien en avant les lives et qui a cette habitude de consommation à la fois en direct et en différé que les autres n'ont pas, soit parce que les vidéos ne sont pas archivées, ou soit parce que ce n'est pas dans l'habitude de consommation d'aller sur l'application pour voir une vidéo qui était en direct. Hugo, toi tu as décidé d'aller sur Instagram il n'y a pas longtemps. Ça m'intéresse qu'on parle, on va dire un gros mot, de transmédia. Donc cette capacité tout d'un coup à avoir une histoire et de pouvoir la raconter de manière différente sur des canaux différents. Comment est-ce que tu fais pour raconter des histoires différentes et pour t'adapter à chacun des canaux en fait? Alors effectivement, c'est une question que aujourd'hui la très grande majorité de mon audience est sur YouTube, mais au départ moi j'étais surtout sur Twitter et ça me semblait assez logique parce que Twitter pour l'information c'est en général ce qui est pas mal utilisé. J'ai eu cette volonté sur ma chaîne, je fais des vidéos comme j'ai dit 1 à 2 fois par semaine, parfois plus, parfois un tout petit peu moins, mais c'est pas non plus de l'actualité en continu dans le sens où il n'y a pas de débrief quotidien de l'actualité, il n'y a pas de récap de la journée, des actualités principales, etc. Parce que d'ailleurs, c'était cette volonté de ne pas faire du fil d'infos, la dernière polémique, le dernier élément, etc. Mais plutôt de rentrer dans le fond et de vraiment aller prendre les sujets, aller les mettre en contexte et vraiment traiter un sujet. 5 minutes, une vidéo de 5 minutes, c'est quand même 3-4 pages de script, donc il y a quand même beaucoup d'informations. Donc il y a cette volonté finalement d'élargir un peu, de faire des sortes de débriefs sur des grands sujets. Mais là, au fur et à mesure que la chaîne s'est développée, je me suis dit que c'était intéressant de développer justement quand même un débrief quotidien, avec cette même approche de mise en contexte, d'explication des éléments, même sur des éléments très factuels au jour le jour, mais de faire des débriefs avec cette approche-là. Et donc là, encore une fois, forcément, il y a eu le choix de la plateforme. YouTube, ça me semblait pas du tout adapté parce que sur YouTube, justement, il y a ces vidéos que je fais un peu moins régulièrement. Quasiment YouTube, c'est du temps long maintenant. Pour moi, oui, honnêtement, je pense que pour de l'actu, c'est du temps long. Il n'y a pas personne regarde. Alors, les chaînes d'infos en général, France 24 notamment, mais il y a France Info aussi, il me semble, qui a un live sur YouTube et en fait, c'est juste la télé sur YouTube. Mais autrement, il n'y a pas d'infos en continu ou très peu d'infos en continu, à moins de faire du live sur YouTube. Donc il y a eu ce choix de la plateforme pour créer un format d'infos entre guillemets en continu quotidien d'actualité. Et donc tu t'es adapté au format parce que sur Instagram tu as tes photos, tu as des stories, tu as du live. Est-ce que tu t'es dit voilà, j'ai ces 3 possibilités de format, comment je fais pour raconter une histoire? Ce qui change un peu parce que finalement sur YouTube il y a une possibilité de se dire bon en fait c'est juste un player, je fais à peu près tout ce que je veux dedans. Là c'est plus restreint en termes de format, de canal, et donc
tu es obligé d'adapter ta narration. Ouais, mais en fait, c'est tout con. J'ai réalisé que sur Instagram, il y avait quasiment aucun média, et les médias qui y étaient, pour moi, enfin, alors en France en tout cas, n'avaient pas forcément un usage qui était adapté à la plateforme. Typiquement, Le Monde sur Instagram met des très belles images, des très belles photos, donc visuellement c'est beau à voir, mais en termes de vraiment d'information, je pense qu'ils partent du principe que ceux qui sont abonnés au Instagram du Monde, derrière lisent Le Monde, même lemonde.fr, et du coup ne viennent pas sur l'Instagram du Monde pour s'informer, simplement pour voir des belles images. Moi, j'ai eu un peu une approche différente qui était de dire, il y a des gens sur Instagram, des jeunes notamment, justement, c'est pour ça que je suis allé sur Instagram et moins sur Facebook, et ces jeunes-là sont sur Instagram et seraient bien contents, de la même façon que sur YouTube, je peux offrir entre quelques vidéos de divertissement, une vidéo d'actualité qui un peu fait un point sur... en quelques minutes, c'est un élément d'actualité. Sur Instagram, entre quelques photos et quelques éléments très classiques, avoir un résumé, pourquoi pas, en quelques images de l'actualité de la journée. Donc j'ai abouti à ce format où en gros, tous les jours à 19h, on poste 5 images, 5 images avec 200 caractères en dessous sur l'image, donc c'est en gros la longueur d'un tweet, avec l'élément de l'actualité qui est expliqué, et donc 5 actus expliqués comme ça tous les jours. Derrière, un élément de débat pour lancer un débat dans les commentaires. Parce que c'est plus viral de faire ça ? Un peu à la manière de Brut, de faire des formats plus catchy, de faire des choses où c'est presque un peu les débuts de la data étaient un peu là-dessus, c'est-à-dire comment est-ce qu'on met en forme une information pour simplifier la lecture et faire en sorte qu'on ait l'info principale juste en une demi-seconde. C'est surtout que c'était totalement adapté à la plateforme. Moi, quand j'ai vu en fait cette idée de diapo sur Instagram, je me disais qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Avant ce lancement, cette fonction de diapo sur Instagram, moi, en fait, avant même le lancement de ma chaîne, je voulais lancer sur Snapchat un système d'infos avec un peu comme ce qui existe sur Discover. Et c'est un peu le projet que j'avais avant de lancer ma chaîne. Au final, maintenant, il y a Discover, donc de toute façon, ça existe déjà. Mais je me suis dit que sur Instagram, il n'y a pas encore ça. Et donc, oui, l'idée, c'était juste de reprendre les fonctionnalités qui existent déjà, de reprendre le fait que oui, sur Instagram, ça reste de la photo, donc on a quand même des images, ça reste quelque chose qui est très visuel, mais avec un peu de texte pour ajouter tout ça. Et voilà, du coup, l'idée, c'est de reprendre tout ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un de tes acolytes avec qui tu travailles qui s'appelle Acropolis, Jean. Je ne sais pas si vous suivez la chaîne Acropolis, qui est une chaîne qui commente des débats. Donc ça, vous avez des débats ou pas des discours ni des pitchs, mais des... Je prends les noms des gens qui parlent par contre. Sachez que... Ouais. Donc il y a 3 places devant s'il y a des gens assis là. Acropolis qui donc va commenter des discours politiques. Et en fait, son canal à lui, c'est Twitch. Twitch, qui est une plateforme que peut-être peu de monde connaissent, qui est une plateforme qui est liée à des joueurs de jeux vidéo, qui jouent aux jeux vidéo et qui se filment pendant qu'ils sont en train de jouer aux jeux vidéo. Et tout d'un coup, tu as un mec qui s'appelle Acropolis et qui vient faire de la politique sur ce channel-là. Alors, tu t'appelles pas Jean, tu t'appelles Hugo, donc tu gères pas la chaîne Acropolis, mais est-ce que tu as pu discuter avec lui de ça, de pourquoi il s'est mis sur Twitch et pourquoi pas sur Facebook, comme l'aurait pu le faire, comme le fait Brut Et je pense qu'il est dans cette même logique de dire qu'il y a des nouvelles plateformes qui émergent avec des grosses audiences qui sont très souvent bien différentes des audiences d'une chaîne télé. Et donc, à partir de ce moment-là, ces plateformes-là ne vont pas rester cantonnées au contenu qui est diffusé aujourd'hui. Typiquement, même YouTube, en fait. Ça se trouve, il y a 2 ans, d'ailleurs, c'est pour ça que j'avais un peu peur en lançant ma chaîne, c'est qu'il y avait encore pour beaucoup cette image de YouTube, c'est du divertissement, c'est pas de l'info, c'est pas de l'actualité. C'est pas sérieux, exactement. Et donc finalement, sur toutes les plateformes, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on a les plateformes arrivent en quelque sorte à maturité, et donc on a une diversité du contenu. D'abord c'est de l'humour, puis c'est du jeu vidéo, etc. Et ça se diversifie. Et donc c'était le cas sur YouTube. Alors Facebook, c'était dès le début un peu le cas, mais je pense que pour Jean, le fait de faire diffuser en direct sur Twitch de la politique, il y a cette même volonté de se dire, aujourd'hui c'est beaucoup de jeux vidéo, et d'ailleurs Twitch est encore très centré jeux vidéo, mais là dès janvier ils ont ouvert, maintenant ils ont une plateforme pas news mais talk, où en gros on peut faire tout un tas de sujets, c'est plus seulement de la politique, c'est plus seulement du jeu vidéo. Et du coup lui s'est dit qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Surtout que l'audience finalement qui est la moins... Enfin non, c'est très nul ce que je dirais. En tout cas, une audience qui est jeune et qui ne s'intéresse pas forcément à la politique. L'autocensure. Elle n'est pas forcément... Enfin, elle est surtout sur Twitch parce que finalement, c'est une plateforme assez forte et finalement, c'est bien d'aller là où sont les gens. C'est une plateforme d'audience, il faut aussi en profiter. Et je voulais juste dire un truc rapidement, mais ça, on revient un peu à une question d'avant sur la question de la légitimité. La question de la légitimité, moi, il n'y a jamais... peut-être tous les 2 mois, mais ça arrive très rarement qu'un abonné de ma chaîne, quelqu'un dans les commentaires dise mais quittez pour parler de politique, parler d'actualité. Et cette question de la légitimité, c'est une question qu'on a surtout, en fait,
sur une autre génération ou sur des médias plus traditionnels. Moi, je travaille avec LCI en ce moment dans le cadre des élections. En fait, des vidéos qui sont diffusées sur ma chaîne sont aussi diffusées sur LCI et je suis aussi de temps en temps en plateau. Et ce qui est intéressant, c'est qu'eux partagent sur la page Facebook de LCI mes vidéos. C'est assez intéressant de voir le fossé entre les retours sur ma chaîne et les retours sur la page Facebook de LCI, où en gros, moi je m'amuse à regarder à chaque fois parce qu'il y a toujours des commentaires du genre mais c'est qui ce jeune là qui retourne finir ses études. Il te paye au moins, j'espère. De quoi? Il te paye? Oui, Alors combien tu gagnes, Hugo? C'est la vraie question que se pose un peu l'audience. Cassons les tabous, on s'en fout de la création. Combien gagne un youtubeur aujourd'hui? Je pense que c'est plus sympa. La fameuse question qui revient tout le temps. Non mais voilà, pour revenir à ça, c'est assez intéressant de voir le fossé sur la Tu n'hésites pas si tu as besoin de... Voilà. Adrien, et ensuite on passera aux questions. Préparez-vous, si vous avez une ou deux questions. Il nous reste 6 minutes. Adrien, comment tu fais toi pour choix? Parce que je pense que GE sur Snapchat, vous vous êtes posé la question. Ah ouais, c'est lourd. Hein. Ah, c'est lourd. Ah non, le Snapchat G, c'est énorme. C'est énorme. Non, on fait des gros trucs autour du storytelling. Pardon, je te coupe, mais par que B2B égale quelle plateforme? Ouais, alors effectivement, alors ça c'est une première question, c'est le nombre des plateformes, on le connaît, il y en a plein de nouvelles, des nouvelles fonctionnalités, certaines qui prennent le dessus, puis finalement on se rend compte que ça s'effondre en 6 mois, donc ça, pour un grand groupe qui a tendance à pivoter de manière beaucoup plus lente que quelqu'un tout seul, c'est très très compliqué à gérer au quotidien. Et le focus pour choisir est super difficile. En revanche, par exemple, le Snapchat, même en B2B, justement, on a des journalistes en interne qui se déplacent, qui vont dans les différentes usines, qui interagissent, qui font des masterclass avec des ingénieurs. Donc ça ouvre quand même un champ de possibilités qui est beaucoup plus important. Vous avez des vidéos qui sont sorties là, il y a quelques semaines sur la chaîne G avec Mythbusters, pour ceux qui connaissent un peu cette émission qui avait à l'époque, qui était diffusée sur Discovery. Et donc c'est à la fois des phénomènes physiques de la science mis en application avec un moteur G, un scanner G, et donc là on apprend et on est vraiment sur du YouTube où je me renseigne comme Veritasium ou comme y-penser, etc. On est à la frontière des deux, et ça pour G c'est super nouveau et on l'utilise. Et ça veut dire que quand tu vas voir un ingénieur et que tu lui dis ok, tu vas faire une masterclass et je fais des snaps. Ouais, bah tu choisis bien l'ingénieur déjà. Non mais tu vois, voilà, ouais, c'est ça. Et pour les ingénieurs, effectivement, c'est un... Est-ce qu'ils comprennent pas tout le temps, ouais. Au-delà des ingénieurs, hein, mais quand on est dans une entreprise, souvent, on a déjà tellement de taf que c'est toujours très compliqué de dire ok, je vais te prendre 2 heures de plus pour que tu me fasses une vidéo sur un truc. Ouais. Et comment tu les impliques tes salariés là-dedans? Parce que finalement, toi, ta première audience, à la limite, elle est simple. C'est déjà la com interne. Déjà, ça c'est clair. Et puis, comment on implique les salariés? Ça prend plus que 2 heures. C'est énormément de temps de travail. C'est pas des gens qui sont habitués à raconter ce qu'ils font. Pour eux, c'est totalement naturel. Quand vous avez un doctorat en physique, vous travaillez dans une usine, effectivement, faire du Snapchat, raconter sur 10 secondes ce que vous êtes en train de construire, il y a beaucoup de choses qui doivent se mettre en place. Comment tu les aides là-dessus? Donc, comment on les aide? Il y a des équipes. Alors, nous, on fait beaucoup de... Aujourd'hui encore, il y a beaucoup de scripts, il y a peu de filets sans filet. On est vraiment dans l'accompagnement, on répète. Donc les Snapchats sont répétés, donc on est sur du faux live, etc. Parce qu'on veut avoir le bon message, le bon ton. On est encore là-dedans. C'est-à-dire qu'on va avoir du mal à faire du sans filet, à envoyer. Donc du coup, c'est la NSA qui me commence à me couper. Non, c'est surtout remettre l'électricité pour. Exactement. Mais moi, je crois qu'il y a une question qu'on n'a pas abordée et qui, pour moi, en fait, est fondamentale dans ce que je fais, pour justifier ce que je fais chez G, qui est la question de mais quel est ton call to action? Enfin, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu veux poster des trucs sur Instagram? Pourquoi tu veux faire des vidéos courtes, des pastilles sur Twitter, du live? Enfin, tu cherches à convaincre des développeurs, à recruter. Enfin, les grandes boîtes et les boîtes de manière générale, tu parlais des objectifs, c'est ça. Enfin, c'est quelle est ton audience? Qu'est-ce que tu veux atteindre? Ou comment? Et parfois, on le voit dans ces médias, c'est difficile en amont de justifier en disant écoute, moi franchement je vais avoir tel type d'audience, tel type de zone d'âge, ça correspond bien. Parfois pas du tout. Et donc du coup, il y a aussi cette tension-là. Et moi, je la vis au quotidien, c'est-à-dire... Alors, c'est quoi, toi, tes call to action? Quel est l'intérêt de G de faire des vidéos sur YouTube? On est dans...
Pour GE Global, on est dans une transformation, on était industriel, on produisait des machines, on devient une entreprise du logiciel. Nos concurrents, c'est Amazon, IBM, Google. Donc on a un storytelling énorme sur, voilà, on était industriel, on devient software. Donc tout change. Notre nouvelle cible, c'est des développeurs, c'est des nouveaux talents, on a monté une plateforme. Qu'est-ce qu'on fait quand on connecte un moteur d'avion, quelles sont les données qu'on récupère, à quoi ça sert, comment je peux optimiser, pourquoi ça vous sert vous, etc. Donc là, il y a énormément de travail à faire. Et le digital, particulièrement, nous rapproche de nos clients et de vous et moi. Quand vous êtes dans un moteur d'avion non connecté, qui ne vous envoie aucune information, etc., vous êtes très loin et vous vous en foutez. Quand vous êtes dans le digital, vous avez 5000 paramètres qui sont gérés en temps réel entre Paris et New York et que vous êtes capable peut-être demain sur une appli de savoir exactement comment fonctionne le moteur, quelle information il peut vous renvoyer. Oui, tu as déjà ça, déjà dans les avions, tu as déjà les informations. Exactement. Mais demain, on pourra vous dire, bah voilà, l'avion est en train de ralentir et va ralentir de 20 minutes parce qu'il y a un vent contraire qui va arriver et pour l'éviter, du coup, on ralentit. Mais c'est normal. On va subir une zone de dépressurisation. C'est totalement normal. Ça a été capté par... On va rentrer dans ces logiques-là. Et donc, on va se rapprocher énormément du end-user qui va pouvoir interagir, peut-être poser des questions, etc. Il nous reste 1 minute, mais j'ai quand même une réponse. Ça veut dire que toi, ce qui est intéressant, c'est que tu es dans un storytelling entre homme-machine. Ouais, aussi, ouais, exactement. Et on fait ce qu'on appelle du digital twin, qui sont des jumeaux numériques. Donc on recrée des machines en 3D avec notamment des lunettes de VR, etc., où vous pouvez interagir avec elles. Donc il y a clairement du machine-machine, homme-machine qui va très vite se développer. Notamment dans la santé, vous allez pouvoir interagir avec vos IRM, avec vos scanners. Si le médecin vous fait mal avec la machine, lui, il ne le sent pas, puisqu'il a une machine entre lui et vous. Là, la machine, en communiquant avec elle, vous allez peut-être pouvoir la gérer, etc. C'est ça. Et donc il faut dire à Kevin que demain, ce sont des algos qui feront des scénars. On est désolé. On devait te le dire. Voilà. Désolé. Il me reste 30 secondes. Est-ce que vous avez des questions? T'as dit quoi? On peut déborder apparemment, non? On peut déborder ou pas? Ouais. Ah ouais, 2 minutes, ça fait au moins 2 questions. Ouais, il y a une question. Raphaël. Oui. Ouais. Réponse très courte. Réponse très courte. Je ne partage pas du tout ton point de vue. Donc c'est même pas une question, c'est un conseil que tu proposes. Ça dépend de quoi tu parles. Quand tu parles de politique, clairement, faut pas aller sur YouTube. Enfin, YouTube, tu le fais très bien. Et, bonne soirée. Et il fait partie des gens qui pour avoir un contenu plus viral, j'entends, et une immédiateté directe, Facebook, c'est le meilleur média. Pour le contenu de fiction, ils veulent s'y mettre, mais c'est pas encore le média le plus approprié. Aujourd'hui, en 2017, Web Today, vendredi, je sais pas combien on est là, donc voilà. À mon sens, je sais pas ce que vous en pensez les autres, mais... On a une nouveauté depuis quelques jours, c'est que, parce que beaucoup sont allés sur YouTube par rapport au modèle économique que ne proposent pas les autres réseaux sociaux, Facebook depuis quelques jours en France propose maintenant des pubs dans les vidéos. Donc ça, c'est un modèle économique qui peut peut-être pousser des créateurs à arriver sur Facebook, alors que maintenant c'était vraiment YouTube qui était privilégié parce que YouTube, YouTubeur égale revenu, c'était un peu l'idée que beaucoup avaient en voyant la poule aux œufs d'or, ce qui n'est pas forcément une réalité, on est d'accord. Mais beaucoup avaient cette idée-là, et Facebook arrive depuis une semaine maintenant sur des publicités qui ne sont pas avant le début de la vidéo, mais au milieu, et qui sont entre 6 et 13 secondes. Autre question? J'ai plus le chrono, je sais plus du tout si... Ah, il faut un micro. Ah, pardon. Ah bah, Gina et Damien. En fait, c'est mes potes qui sont là. Ah, attends, Gina, je crois qu'il y a un micro qui va arriver. Donc Gina Damien qui avait le magazine Idylle. Oui. On a une agence de contenu aussi, du coup on fait le même job que toi. Ouais. Comment faire devenir une marque marque média. média. Quand même, hein, tout va bien. Donc je ne sais pas si c'est une question ou une remarque. Il y a juste un point qu'on n'a pas abordé, c'est que nous, quand on préconise des actions justement pour qu'une marque devienne, enfin, heureusement un média, c'est la personnalité de l'intervenant. C'est-à-dire qu'on parle de sujets, on parle d'angles, on parle de bonnes idées, d'originalité,
mais on ne parle pas de personne. Sauf que le mec ou la nana qui est derrière la caméra et en même temps devant son téléphone, enfin bref, peu importe le canal qu'on utilise et l'outil, on a quand même une question de personnalité. C'est-à-dire que moi, a priori, je ne me sens pas forcément capable de me filmer. Il y a une espèce d'ego trip, enfin on ne sait pas trop comment se positionner. Enfin voilà, c'est la question qui revient, c'est-à-dire est-ce que finalement on devient un booster des personnalités avec qui on a ces conversations et ce reportage, et l'équilibre qu'on doit avoir entre nous mettre en avant et pouvoir mettre en avant d'autres personnes pendant des reportages, du live, etc. J'ai envie de poser une première question du coup à Kevin, une seconde à Adrien. La première, Kevin, c'est est-ce que c'est important d'incarner son sujet? Et est-ce que le personnage est important? C'est le b.a.-ba, hein, j'ai envie de vous dire. C'est voilà, tous les gens qui fonctionnent, qui développent une audience, l'audience s'intéresse à eux parce qu'ils ont, encore une fois, on revient aux fondamentaux, une singularité et une authenticité. Par définition, si vous arrivez à faire merci ça, Kevin, parce qu'on me dit que c'est... Et Adrien, c'est que vous incarnez. Merci beaucoup. Et alors combien tu gagnes, Hugo, franchement? et je suis juste là-dessus. Adrien, juste, quand on s'appelle J, comment on fait pour incarner sa marque? Ouais, alors J, ils ont pris une décision assez intéressante, c'est qu'ils font moins parler finalement les leaders, ils font parler ceux qui font. Donc vous avez des ingénieurs qui se filment en Snapchat dans leur usine, et là il y a une légitimité, il y a une personnalité, parce qu'il n'est pas habitué, et c'est super intéressant. Et puis on fait donc ce que j'ai dit avec Mythbusters, mais aussi d'autres, qui est on s'appuie sur d'autres personnes qui sont reconnues sur leur sujet. Et donc on transfère la légitimité, mais on rentre dans un monde avec des audiences qui vont beaucoup moins croire le grand leader qui est censé tout savoir, qui va faire une keynote de 40 minutes. Et puis, donc on privilégie le concept. Ouais, le concept, et et après les personnalités, ça marche. Pour moi, je trouve que sur Snapchat, ça fonctionne. Peut-être pas sur tous les médias, mais ça marche quand même. Ok, donc soit on l'incarne, soit si on n'est pas hyper à l'aise pour l'incarner, on trouve un super concept qui nous permet du coup d'aller choper de l'audience. Je vous propose qu'on se retrouve tous au bar. Et si vous avez encore des questions, on est là jusqu'à midi, une demi-heure. Non, vraiment, je vais me faire insulter. Regarde, tu vois, il vient. Merci beaucoup. Merci beaucoup.